Bonjour Amin El-Khatmi, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du Printemps républicain. C'est un mouvement politique que vous avez cofondé en 2017. Combien y a-t-il d'adhérents ? 1250 à peu près à jour de cotisation et 10 000 sympathisants qui sont abonnés à une lettre d'information. Alors vous venez de publier Printemps républicain, du nom de votre mouvement. Vous y prenez le retour de l'ordre et de l'autorité de l'État, partout où cela est nécessaire. Un retour de l'ordre qui doit s'articuler, je cite, avec une promesse renouvelée faite aux classes populaires d'égalité, de justice sociale et de protection. La République qui protège est d'ailleurs le titre du premier chapitre de votre livre. L'ordre, la protection sont des mots qu'on entend davantage dans la voix, la bouche des responsables politiques de droite. Vous qui prônez, qui vous dites sympathisant de gauche, ça peut paraître étonnant ? Non, parce que c'est être fidèle à ce qu'est une gauche républicaine qui se bat pour rétablir l'ordre, l'autorité de l'État. Vous savez, les désordres, la délinquance, la loi du plus fort, la loi des gangs, la loi des caïds frappent toujours ceux qui ont déjà les plus grandes difficultés. Les barrages qu'on érige, que des caïds érigent en demandant aux habitants de décliner leur identité avant de passer, c'est dans les quartiers difficiles de Marseille et d'un certain nombre d'autres villes et rarement dans les beaux quartiers. Je parle de ces mères de famille qui élèvent leurs enfants seuls, qui cumulent des jobs précaires, qui sont femmes de ménage, qui partent tôt le matin, qui rentrent tard le soir et qui ont peur, qui ont la boule au ventre que leurs gosses se prennent une balle perdue. Je suis allé dans ce quartier de Nîmes qui s'appelle les Chemins Bas d'Avignon où les dealers ont littéralement imposé leurs lois et font régner la terreur. Et donc oui, quand on est de gauche, ça n'appartient pas qu'à la gauche, mais moi comme homme de gauche, je me sens une obligation de me battre sur cette question. Alors l'autorité de l'État, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Le président de la République en a parlé lors de son déplacement à Marseille. Il y a un sujet dont on parle beaucoup aussi, c'est l'immigration. Hasard ou coïncidence, enfin plutôt le hasard certainement. On a une interview ce matin de Manuel Valls dans les colonnes de l'Opinion. Celui-ci réclame, ou plutôt appelle de ses voeux, une pause des politiques migratoires qui lui paraît, une pause qui lui paraît indispensable. Vous souscrivez à ces propos ? Alors, moi, les propositions que je fais dans ce livre sur la question de l'immigration s'articulent sur deux jambes. Vous prenez de la fermeté. Hein. La fermeté et l'humanité. La fermeté, c'est de proposer une augmentation de 30% des seuils de ressources pour le regroupement familial, parce que je veux que les familles qui viennent en France aient les moyens de pouvoir s'intégrer, de renvoyer systématitement les déboutés du droit d'asile, d'expulser, je cite notamment... Les délinquants étrangers. Les délinquants étrangers, cet homme serbe qui est auteur d'un féminicide, qui a tué sa compagne et qui demandait l'asile politique, il a été condamné 10 fois, il était porteur d'un bracelet électronique. Ce genre de profils n'ont rien à faire en France. Et en même temps, à la fermeté, il faut de l'humanité et donc il faut mieux accompagner. Je pense que notre pays, notamment sur la question de l'apprentissage de la langue, qui est la condition première d'une bonne intégration, nous proposons 200 heures de formation. L'Allemagne, c'est 600 au nouveau naturalisé, donc il faut aller vers beaucoup plus d'heures d'apprentissage. Et je propose de nommer des tuteurs, c'est-à-dire des bénévoles, des gens qui prendraient les naturalisés sous leur aile, entre guillemets, et qui les accompagneraient dans les premiers mois et les premières années de leur présence en France. Alors, sur ce sujet, il y a un débat qui a secoué le landerneau politique. C'est lorsque le 28 juillet, Michel Barnier, candidat à la primaire des Républicains, a proposé un moratoire sur l'immigration qui est garanti par un bouclier constitutionnel. D'autres candidats à la primaire des Républicains se sont aventurés sur ce terrain. Emmanuel Macron, au plus fort de la crise afghane, mi-août, avait évoqué un débat, enfin de relancer un débat sur le droit d'asile. Voilà, on sent bien que c'est cette campagne présidentielle qui démarre aborde ces sujets-là. Vous êtes sur ce ton-là aussi. Hein. Mais on voit bien qu'il y a une recrudescence de propositions, si je puis me permettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire un moratoire sur l'immigration? Est-ce que par exemple c'est droit d'asile, oui. Du droit d'asile? Moi, je suis pour qu'on maintienne des quotas d'accueil d'étudiants hors UE, hors Union européenne, dans notre pays, parce que c'est l'honneur de notre pays que de former des étudiants qui viennent acquérir des savoirs, des connaissances, et qui souvent d'ailleurs retournent dans leur pays d'origine. J'entends M. Zemmour qui nous explique qu'il ne fallait pas accueillir les Afghans qui ont travaillé avec nos diplomates et nos militaires. Mais ça, c'est complètement absurde. Il faut les accueillir. Est-ce que des gens qui sont persécutés en raison de leur orientation sexuelle ou en raison de leur position politique dans leur pays n'ont pas vocation à être accueillis ?
Bien sûr que si, ils ont vocation à l'être. Donc il faut faire attention sur ces sujets à être précis dans les mots que l'on choisit. Alors le fil rouge de votre livre, c'est finalement la fracture territoriale, la fracture sociale, un terme abordé par Jacques Chirac dès 1995. Oui. C'est un thème aussi développé par Emmanuel Macron lors de la précédente campagne présidentielle. Vous-même, vous vous décrivez comme en venant d'un quartier populaire du nord d'Avignon, dans un de ces territoires oubliés de la République. Des milliards d'euros ont été annoncés par Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille. Mais quand on regarde dans le passé, des plans de la ville, la loi SRU de 2000, la loi Borloo de 2003, la création de l'ANRU, il y a beaucoup d'argent public qui a été dépensé. Est-ce que finalement c'est un problème de moyens est-ce que ça se résume à un problème de moyens? C'est beaucoup plus structurel que ça. Évidemment que rafraîchir des cages d'escalier et repeindre des appartements pour offrir des appartements dignes aux gens, c'est important. J'ai été élu local, je me suis occupé de la politique de la ville du côté d'Avignon. Évidemment que c'est important. Mais si on ne s'attaque pas aux problèmes structurels de ces quartiers, on n'y arrivera pas. Et les milliards et les plans et les ministres de la politique de la ville ne serviront à rien. C'est quoi? C'est l'absence de mixité culturelle, l'absence de mixité sociale, c'est-à-dire des niveaux de précarité extrêmement importants et des niveaux de délinquance qui sont sensiblement plus importants dans ces quartiers qu'ailleurs. Qu'est-ce que je propose? Pas plus de 40% de logements sociaux par ville, pour éviter des concentrations de familles pauvres dans les mêmes endroits, pas plus de 25% d'étrangers dans un même quartier pour éviter les ghettos que l'on a connus. Moi, à Avignon, je m'occupais d'écoles, vous aviez 80 à 90% d'enfants venant de familles arabo-musulmanes. Vous ne pouvez pas construire la mixité. Du coup, vous le racontez d'ailleurs avec des familles qui n'avaient de cesse d'inscrire de partir leurs enfants, dès qu'ils peuvent. Ailleurs. Parce que ceux qui idéalisent ces quartiers sont ceux qui n'y vivent pas et qui les regardent de loin, qui ont mis leurs propres enfants à l'abri et qui trouvent ça fort sympathique. Mais ceux qui vivent crûment la réalité de ces quartiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dès qu'ils le peuvent et ils déscolarisent leurs enfants pour les mettre notamment dans l'enseignement privé catholique parce que c'est là qu'ils peuvent y rencontrer de la mixité. Donc oui, les barres d'immeubles rénovés, c'est bien, mais il faut aller sur les problèmes structurels. Alors, beaucoup de propositions, des mesures assez concrètes, des dépenses souvent nouvelles. Aujourd'hui est présenté le budget de l'État, le projet de loi de finances. Comment est-ce qu'on finance tout ce que vous proposez? Mais on va avancer des pistes. Évidemment, pour moi, c'est une question de priorité. Donc, la priorité, c'est la sécurité. Vous avez vu, l'ordre, la sécurité, ce sont les premiers chapitres. Donc oui, j'assume. 20 000 places de prison, c'est une dépense de l'ordre de 10 milliards d'euros. C'est une dépense qui est assumée parce qu'on veut mettre le paquet. Quand je dis 10 milliards, c'est les établissements, les personnels qu'il faut recruter, parce qu'évidemment, on crée des places, donc il faut recruter du personnel. Le paquet sur l'éducation et la culture. Donc oui, j'assume le dédoublement des classes jusqu'au lycée. J'assume de payer, alors pas doubler comme Madame Hidalgo, mais d'augmenter de 15 à 20% le salaire des enseignants et de doubler le salaire des enseignants intervenant en réseau d'éducation prioritaire. Parce que si vous mettez le paquet sur l'éducation, oui, ça coûte plus cher, mais vous faites des économies ailleurs. Parce que c'est moins de délinquance, c'est moins d'échecs scolaires, c'est moins de gens qui vivront de prestations sociales plus tard. Et donc, c'est de l'argent que vous récupérez d'un côté pour l'investir ailleurs. Alors, vous prononcez des mots très durs envers la gauche que vous décrivez en lambeaux, se livrant à une compétition de radicalité entre promotion du communautarisme, des thèses décoloniales, de l'islamisme et d'une écologie de pacotille pour laquelle le gadget tient lieu d'horizon, et pan pour les écologistes dont le second tour de la primaire va se tenir entre le 25 et le 28 septembre. Pan aussi pour vos amis du Parti socialiste qui vont se réunir le 14 octobre, vraisemblablement pour investir Anne Hidalgo. Dans le cas de la présidentielle, en fait, vous soutiendrez qui ? Nous soutiendrons le candidat ou la candidate qui reprendra ces propositions. A priori, ce n'est donc pas les écologistes? Ce n'est pas Sandrine Rousseau. Je vous confirme que j'ai plus de respect pour les hommes qui construisent des EPR que pour les femmes qui jettent des sorts. Est-ce que ça pourrait être Anne Hidalgo? Pourquoi pas, si elle décide de s'engager sur un certain nombre de ces sujets. Il faut qu'elle précise sa pensée. Il faut qu'elle parle aux catégories populaires. Moi, je viens d'une gauche populaire qui parle aux habitants de la France périurbaine et rurale que la gauche a parfois méprisé, a traité de beaufs et de petits blancs racistes qui sont partis se terrer dans des pavillons de province. Moi, ces gens-là, je leur parle dans un certain nombre de ce que j'ai appelé la France des sous-préfectures. Ça pourrait être un autre candidat. Et puis, si nous ne nous retrouvons dans aucune candidature, il y aura notre propre candidature. En aucun cas, vous ne soutiendrez un candidat de droite ou centre-droit?
Non, enfin on verra. Moi, Rien n'est gravé dans le marbre. je dis que le clivage gauche-droite est dépassé et qu'il est aujourd'hui remplacé par un clivage, disons, entre identitaire et républicain. Vous savez, moi j'ai été au Parti Socialiste avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Et quand je vois aujourd'hui leur position, je me demande ce qui a bien pu, ce que j'ai pu avoir de commun avec eux. Et Ça vous choque que Jean-Luc Mélenchon puisse débattre avec Éric Zemmour? Non, je l'ai fait moi-même. Donc, encore une fois, j'assume, il faut aller au débat. Les postures morales qui consistent à traiter tout le monde de fasciste, à se boucher le nez, à se boucher les oreilles et à fermer les yeux en se détournant, en disant tout ça ne mérite pas d'être discuté. Moi, je pense qu'il faut aller argumenter, essayer de convaincre, débattre, et je préfère ça au slogan. Merci Amine El Khatmi. Merci à vous.